Donc, donc aménager l'espace européen avec le Brexit, on va encore parler sans doute de densité aujourd'hui, mais surtout on va parler d'aménagement du territoire. Donc on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Alors, à l'origine de cette réunion, nous avons pas mal échangé avec le comité du Détroit. Et je vois Emmanuelle Bertrand, qui est au département du Pas-de-Calais, qui est présente à notre réunion. Et donc, on envisageait initialement d'avoir une conférence plus, je dirais, plus étoffée avec les partenaires du comité du Détroit. Alors, qu'est-ce que le comité du Détroit? Eh bien, c'est un regroupement de plusieurs provinces, comtés, régions, donc autour du Détroit du Pas-de-Calais. Donc, on a le Kent, on a la Flandre occidentale, la Zélande et les départements du Pas-de-Calais et du Nord, qui sont tous frontaliers du détroit du Pas-de-Calais et qui, dans le contexte actuel du Brexit, ont décidé de rechercher un nouveau mode de coopération multilatérale à travers ce comité du Détroit, dans la mesure où je dirais que le Brexit ne fait pas dériver le Royaume-Uni au large. Les habitants qui vivent ici, qui vivent là, sont toujours très proches les uns des autres et ont beaucoup d'habitudes et d'échanges. Donc il faut trouver de nouvelles manières de faire. Et donc, dans ce contexte, la SFU a proposé au comité du Détroit d'organiser un échange pour faire un peu le bilan de tous les enjeux d'aménagement de ce territoire en s'appuyant sur les documents de planification de la fin du précédent millénaire. Et donc, c'est la fameuse vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest qui elle-même vient du schéma de développement de l'espace communautaire, et de regarder aussi dans ce cadre-là comment les enjeux du comité du Détroit, qui aujourd'hui sont définis autour du tourisme, de la mise en place d'un réseau de connaissances, notamment entre les universités, mais aussi les autres acteurs, et les initiatives en faveur des jeunes en particulier. Donc ça, c'est les trois thèmes du comité du Détroit actuel, et l'aménagement du territoire, quelque part, les rejoint tout à fait, en tout cas sur la mise en place d'un réseau de connaissances, ça on va le voir, et sur les enjeux de mobilité et d'opportunités pour les jeunes en matière d'échange d'expériences, etc., etc. Et le tourisme, quelque part aussi, à travers tous les enjeux de la valorisation du patrimoine naturel et culturel de ce territoire. Donc, cette conférence n'a pas eu lieu aujourd'hui compte tenu du Covid, mais nous espérons pouvoir la programmer en 2021 avec les différents partenaires du comité du Détroit et avec les membres de la SFU et du Conseil européen des urbanistes, bien sûr. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, la vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest, qui est un document qui est paru en gros en l'an 2000 et qui a été réalisé par un consortium de bureaux d'études et piloté par l'université de Bristol, ou plus exactement l'université de l'ouest de l'Angleterre, à Bristol, et Vincent Nadine, et le bureau d'études territoire cité-cité que je dirigeais à l'époque a été un des partenaires. Charles Lambert, ici aussi, était partenaire, je pense, de ce projet. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on était sur l'ouverture d'un nouveau millénaire et cette dimension visionnaire de l'aménagement du territoire était quelque chose de très de porté déjà par la discussion dans le cadre du schéma de développement de l'espace communautaire. Et puis, donc là, on allait parler du cœur de l'Europe, où on trouve la moitié quasiment de la population européenne, 150 millions d'habitants,
un centre économique et industriel très important, un centre aussi d'innovation, de croissance, avec beaucoup d'enjeux environnementaux, avec un système de transport extrêmement complexe et un territoire aussi multiculturel très important. Et donc, il s'agissait de développer à travers cette vision spatiale un cadre pour des projets de coopération ambitieux. Alors effectivement, 20 ans après, on peut évidemment que mesurer par rapport à tous les espoirs que l'on pouvait développer à cette époque-là. Il s'est produit la crise économique de 2008 et derrière une rupture sociale qui a accentué encore les écarts de richesse qui existent sur ce territoire. Et bien sûr, on peut penser en France aux Gilets jaunes, mais au Royaume-Uni également, on a eu un écart entre les populations qui s'est accentué. L'emballement du réchauffement climatique, malgré la COP de Paris 2015, on sait que les intentions ne sont pas encore suivies des faits et qu'on est très largement encore sous un effet accentué de la production de CO2 et voilà. Le Brexit 2016, rupture politique carrément très lourde que nous allons commencer à vivre, et puis aujourd'hui le Covid 2020. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest et quels étaient les challenges, quelle était la vision prospective et les pistes de coopération et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Donc là, je vous ai mis quelques images qui sont issus de ce travail de la vision spatiale et qui, effectivement, sont des graphiques, donc c'est toujours très critiquable, mais ça a le mérite de synthétiser un petit peu un certain nombre d'études et de constats qui ont pu être faits. Et donc, cette slide parle de tous les patrimoines culturels et naturels du territoire. Et en particulier, il regroupe justement sur une même entité les enjeux de patrimoine culturel et naturel. Et donc ça, je pense que, bien sûr, c'est aujourd'hui certainement un des points sur lequel il faudrait revenir, parce que forcément, c'est une vision qui a été trop simplifiée quelque part. Alors, ont été très largement constatés et partagés, c'est les enjeux environnementaux pour tout ce qui est gestion de l'eau, gestion de la mer, gestion des pollutions, gestion des inondations. Et ça, c'est un sujet, ce sont des sujets qui sont très largement à l'ordre du jour, y compris dans le cadre du nouveau programme européen d'une Europe plus verte et qui se veut pilote sur ces questions-là. Un autre point dans ces enjeux de patrimoine a été la manière dont l'agriculture a été considérée, j'allais dire pratiquement exclusivement dans sa dimension industrielle, et ça aussi sur le plan prospectif, certainement c'est quelque chose qui va être revu en cause. Et bien sûr, la gestion commune de l'héritage industriel et des patrimoines de l'héritage industriel est un sujet de coopération qui a été très important, y compris dans le cadre de Interreg 3B, des programmes de financement européens Interreg 3B. Alors, slide suivante. Donc, sur la slide suivante, on est plus à regarder les enjeux d'infrastructure et en même temps de congestion, puisqu'on est sur un territoire avec un réseau de villes très dense, un réseau d'infrastructures extrêmement complexe, et dans le cadre des programmes européens, les investissements en matière de transport et en particulier des réflexions sur les corridors alternatifs par rapport aux corridors qui sont complètement saturés, ont fait l'objet de beaucoup de réflexions et d'investissements. Autre sujet, toujours à l'ordre du jour, justement, c'est les reports modaux. Comment on peut davantage utiliser les voies d'eau, le fer, par rapport en particulier à la route et à l'air qui sont particulièrement congestionnés et polluants.
Et puis, ensuite, effectivement, l'autre dimension, c'est l'accessibilité interne et l'accessibilité externe. Et l'Europe du Nord-Ouest a un positionnement tout à fait stratégique pour jouer un rôle de hub, et joue déjà aujourd'hui un rôle de hub au niveau de son influence et de l'influence mondiale que peut avoir l'Europe. Et donc, un des enjeux derrière ce réseau de transport, c'est le réseau des villes, bien sûr, qui l'accompagne. Et ce développement des réseaux de villes, qui est déjà très développé, mais peut jouer un rôle pour réduire les effets d'hyperconcentration. En tout cas, ça faisait partie des pistes qui étaient proposées dans le cadre des études Interreg 3B. Alors, on peut passer à la slide suivante. Je vais me bouger parce que j'ai un problème de soleil. Voilà, c'est formidable. Alors, sur la slide suivante, donc, on souligne le réseau de villes, encore une fois unique au monde, avec en particulier, ce serait le seul endroit au monde où on a deux villes-mondes comme Londres et Paris, aussi proches l'une de l'autre, hein, les deux étant autour ayant un poids relativement comparable et une influence relativement comparable sur le plan planétaire. Et donc, cette situation, cette tension entre ces deux villes-mondes est très importante et elle s'accompagne d'un système urbain très dense avec le Randstad hollandais, avec la Ruhr, etc. Et tout ça est vraiment propice à une déconcentration des services. Et donc, avec cette déconcentration des services, était mise en perspective une prospérité beaucoup plus équitable. Et ça aussi, c'est un des points certainement stratégiques à regarder dans le cadre de la perspective d'une Europe plus juste et plus verte, cette question de la déconcentration et de la valorisation des réseaux de villes autour de ce système urbain, dans ce système urbain. Alors, donc, sur cette slide, on voit un peu l'image de synthèse de cette vision spatiale de l'Europe du Nord-Ouest qui soulignait justement le rôle des villes et des régions pour porter l'ensemble des transitions climat, énergie, numérique. Et là, aujourd'hui, on voit bien avec le futur programme européen qui préconise, qui va financer, pas qui préconise, qui va financer une centaine de villes dans l'Europe, pardon, pour qu'elles atteignent l'ambition zéro carbone en 2030. Voilà, quelle va être la place où vont se situer ces 100 villes et comment, à l'échelle de cette région européenne, cette ambition zéro carbone en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, c'est vraiment demain, peut être possible, et y compris avec les difficultés que j'ai pu mentionner tout à l'heure au niveau économique, démographique, politique, etc. Donc, l'enjeu de la disparité des richesses et de la qualité de vie à l'intérieur des territoires, et en particulier sur ce territoire du Détroit, qui est au cœur vraiment de l'Europe du Nord-Ouest, le point de congestion des flux et des trafics maximum, et avec les pressions et pollutions environnementales les plus importantes et les risques également inondations importants. Et donc, au regard de ces différentes crises et des enjeux politiques de tous ces territoires et de l'Europe, l'urgence du développement d'une démocratie participative véritablement et du développement social et culturel qui est très riche hein, sur tout ce territoire qui effectivement est historiquement multiculturel et qu'il est tous les jours davantage. Bonjour. Ouais. Donc, après la présentation du comité du Détroit que vient de faire Dominique, nous, la SFU, nous avions choisi de vous dire d'où on vient, c'est-à-dire comment on est arrivé à la période dans laquelle nous sommes en matière d'aménagement du territoire et en matière en particulier de planification européenne. Et l'objectif qu'on poursuit dans ce propos, à part de vous informer sur ce qui était dans le SDEC, c'est de suggérer qu'il nous revient, à nous urbanistes, de rendre possible une réémergence de l'intention européenne.
parce qu'on voit toutes les difficultés actuelles de blocage qui sont sur les sujets qui sont traités par les États, mais sur l'espace communautaire globalement, personne ne peut contester qu'on est sur un territoire à une autre échelle, avec un nombre de population à une autre échelle, etc. Et que là, il y a certainement une piste, je parle pour les plus jeunes d'entre nous, mais je parle aussi pour le Conseil européen des urbanistes, une piste pour réinitier une réflexion sur l'Europe autrement que dans les négociations permanentes actuelles. Ceci dit, je vais donc hyper résumer ce que fut le schéma de développement de l'espace communautaire. Je vous dis tout de suite qu'il y a un papier un peu plus long, pas très long, 3 pages et demie, qui va figurer sur le site de la SFU en même temps que le compte-rendu de ce rendez-vous. Et vous pourrez trouver plus d'informations parce que nous avons eu, nous les urbanistes, nous avons eu des occasions importantes de collaborer avec ce schéma, la production de ce schéma de développement de l'espace communautaire. Alors, je dirai plus tard pourquoi il nous revient d'en parler, mais il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 90, 95 en gros. Hein. D'abord, c'était juste après Maastricht, c'était donc la libre circulation, la Cour de justice, la monnaie commune, etc. On était bien parti et évidemment le territoire était une chose importante. Ensuite, c'était une double pression, le ZEC. C'était une double pression, c'était la volonté de croire qu'on avait intérêt collectivement à trouver les ressources que nous pouvions mettre en commun, nous les différents territoires et pays qui composaient l'Europe, mais aussi on était dans une perspective de prolonger ce qui en France avait été initié dans la période du général de Gaulle, pour parler clair, puisque c'est le 50e anniversaire de sa mort, c'est cette période dite de planification, c'est-à-dire la planification des investissements, mais aussi la planification du territoire. Et souvenez-vous, c'était donc Claudius Petit, Delouvrier et la Datar en France. Alors, il faut mentionner, parce que ça a l'importance pour la suite et pour maintenant, que les Britanniques n'étaient pas du tout sur ce point-là. C'était même, pour nos collègues urbanistes de l'époque, c'était un sujet qu'ils ignoraient. Ça veut dire qu'ils ne développaient pas. Ils n'ignoraient pas que ça se faisait ailleurs, mais ils ne développaient pas dans leur pays. Leur pays a un autre régime, est beaucoup plus développé en nombre d'urbanismes, ce n'est pas les mêmes que les nôtres, enfin, etc. Bien. Donc, les Anglais n'étaient pas là. À ce moment-là, avec nous de la même manière. Mais ils nous ont rejoints, et Dominique l'a dit tout à l'heure, et j'en reparlerai. Et puis, le schéma de développement de l'espace communautaire, ce n'était pas n'importe quoi, mais ce n'était pas non plus l'Europe d'aujourd'hui. C'était l'Europe des 12, c'est-à-dire 350 millions d'habitants et pas 500 ou 450 quand il y aura le Brexit. C'est aussi dire quelque chose parce que la période était une période formidable. Excusez-moi pour ce bruit, hein, je suis désolé. Cette période du SDEC, c'était juste après un séminaire que personne ne connaît, ça me donne l'occasion d'en parler, puisque nous étions pas tout à fait 25, que j'en faisais partie, qui était en 86 à Dordrecht, dans le sud des Pays-Bas. C'était un séminaire de l'ISOCAP, pour ceux qui savent ce que c'est que l'ISOCAP, on dit en France l'Association internationale des urbanismes, mais c'est ISOCAP en fait. Et nous avons fait ce séminaire en 86 sur la notion de Sustainable Development. Et un an après seulement, il y avait le rapport Brundtland. C'est-à-dire qu'on était tous en train de réfléchir fondamentalement. Et c'est pour ça que nous avons une légitimité à pouvoir dire à partir de maintenant, dites donc l'Europe, il faut qu'on retravaille à cette échelle-là. La manière de travailler était différente parce que les différents organismes de l'Europe eux-mêmes travaillaient ensemble. Le comité des régions, le Conseil économique et social, bien sûr l'Union européenne qui ne s'appelait pas l'Union européenne mais qui était la Commission, tout ça avait travaillé profondément et on était presque en train d'arriver à quelque chose puisqu'il y avait eu une réunion à Leipzig, pas celle que nous connaissons, celle d'avant, qui avait fixé 3 grands principes. Ces 3 grands principes sont restés.
c'était le développement spatial polycentrique et la nouvelle relation ville-campagne. Ça, c'est 1995-96. L'accès équivalent aux infrastructures et au savoir, c'est toujours 1996. Et la gestion prudente de la nature et du patrimoine culturel, on n'a pas attendu les années 2000 pour le savoir et pour le dire. Et ça, il faut vraiment qu'on se souvienne que tout ceci était dans notre processus de pensée, que les urbanistes étaient à cette échelle-là et qu'il faut, un, le revendiquer et deux, continuer à être en avant. Alors, qu'y avait-il dans ce SDEC? Je devrais dire, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais que tout ça a été largement piloté par un grand professionnel qui est un de nos membres, qui est Philippe Doucet, et on ne peut pas avoir parlé de tout ça sans parler de lui. Malheureusement, il est malade, bon, mais il va revenir un jour devant sur la scène. Donc, l'objectif du SDEC, affiché au final, et là je vais lire, c'est vers un développement spatial équilibré et durable du territoire de l'Union européenne. Le sous-titre était « Définir à l'échelle de l'Union européenne des objectifs politiques et des principes généraux de développement spatial en vue d'assurer un développement durable, équilibré du territoire européen et respectueux de sa diversité ». Je n'invente pas, ce sont les mots officiels. C'est les mots officiels qui ont été approuvés. Approuvés, c'est-à-dire signés à Potsdam en mai 1999. Mais malheureusement, ce qui a été signé à Potsdam, c'est rien par rapport à ce qui était en train de se produire. C'est-à-dire que tout ceci est devenu simplement une publication d'un compte-rendu de 5 ans de travail et non pas une véritable intention collective de l'Union européenne au sens politique. Certes, l'approbation a été signée par les ministres, etc., qui ont été de bons enfants et qui ont tous signé presque, je crois, unanimement, mais au fond, c'est la France qui avait cessé le processus par l'intermédiaire d'un commissaire qui était aux ordres de son pays, bien entendu, puisqu'il l'a représenté, et qui était malheureusement, parce qu'aujourd'hui il fait un travail formidable, mais à l'époque il nous a vraiment tout cassé, c'était le commissaire Barnier. Le commissaire Barnier a arrêté tout le processus en disant la communauté européenne, ça s'appelait comme ça à ce moment-là, n'est pas compétente en matière d'urbanisme. Taisez-vous, on passe à autre chose. Nous devrions être plus clairs, nous tous, entre ce qu'est la région. Et dans le vocabulaire européen, région signifie beaucoup de choses, mais néanmoins, c'est une partition d'une nation. Ce qui est la métropole, parce que si la métropole c'est une ville en grand, on ne parle pas de la métropole telle que vient de le dire Dominique quand elle parle de ville globalisée. Quand on parle des villes globalisées, on dit 35 millions d'habitants à Tokyo. Évidemment, pas la commune de Tokyo, elle en a 8, je me souviens bien. Mais on a compris qu'il s'agit tout un ensemble, et cet ensemble, si je peux me permettre de donner une bonne idée, excusez-moi de la qualifier comme bonne, mais quand on était à la fin du XVIIIe siècle et qu'on a créé les départements en France en 1793 et 95, on avait les préoccupations du moment qui ont justifié qu'on trouve des territoires homogènes pour les traiter. Mais aujourd'hui, les territoires homogènes pour les traiter, c'est justement l'ère d'influence des métropoles. Ce qui ne veut pas dire, et il faut vite que nous reculions par rapport à ça, métropole, ce n'est pas la ville en grand, métropole, c'est un territoire de responsabilité commune, un territoire d'élan commun, un territoire d'éducation en commun, etc., etc. Mais je vais trop loin, mais c'est pour montrer les pistes. Et puis enfin, nous devrions ensemble nourrir, c'est-à-dire lui donner de la consistance, une idée qui est complètement acceptée au niveau européen, c'est que la transition verte est une question de justice. Et si on dit que la transition verte est une question de justice, l'Union européenne est compétente en matière de justice. Donc vous voyez, mon propos, c'est de dire, n'y allons pas avec les sabots de la veille pour dire il faut qu'on revienne, etc. Y allons autrement pour, à la fin, avoir malgré tout contribué à réensemencer l'Europe
et à faire que le territoire européen a un potentiel que l'on exploite autant que possible en commun. Merci, au revoir. Le débat a porté sur les points suivants. À la notion d'espace public européen portée par Jünger Habermas, philosophe allemand, a été préférée celle des communs où se croisent les valeurs de démocratie aux différentes échelles des lieux partagés, que ce soit les quartiers, les métropoles ou les régions. À l'instar du détroit du Pas-de-Calais, la méthode du comité du détroit de partager un même ADN et de se créer un forum et des outils communs se retrouve ailleurs en Europe, par exemple autour de la Baltique, autour des Alpes, autour de l'arc atlantique. La culture des détroits se construit au-delà des institutions avec les gens qui y vivent et la mise en place d'appels à contribution et à participation est déterminante pour porter l'action. Les propositions suivantes ont été émises sur le rôle des urbanistes pour construire l'espace européen à travers le Green Deal. D'une part, accompagner les populations en développant la coopération sociale et réglementaire de manière articulée et cohérente avec les recherches scientifiques. Préciser le cadre de la neutralité carbone du Green Deal au-delà des institutions. L'exemple des ports a été donné par Stéphane Hauser. La mesure de leur impact carbone comprendra-t-elle l'ensemble de leurs flux au-delà de leurs installations portuaires? Enfin, l'accompagnement de l'immigration sera essentiel pour garantir la paix et la sécurité dans les années à venir. En conclusion, il est proposé de poursuivre les travaux sur le développement des réseaux de villes des détroits en Europe. Ces réseaux constituent en effet des espaces clés pour mettre en place plus de justice à travers la transition verte. Ce sont des lieux de partage de culture et de connaissances qui peuvent faire levier sur les institutions autour des communs de leur population. La SFU associera le Conseil européen des urbanistes à ces travaux.